Le silence est parfois plus assourdissant qu'un coup de feu. Je me souviens de ça encore et toujours en me tenant là, au seuil de cette salle feutrée à Bordeaux. L'air était lourd, saturé d'odeurs de cigares vieillis et de testostérone rance. Les regards, oh les regards, ils étaient tous braqués sur moi, des yeux usés par des décennies de ruse et de violence, mais qui, pour la première fois, vacillaient. Un silence complet. Pas une mouche, comme on dit. Ça, c'est le pouvoir de l'imprévu. Fais-la sortir d'ici, a hurlé Frank, le chef de la famille genevoise, en frappant la table d'un coup si violent que le café a failli renverser. Son visage déjà rouge s'est empourpré encore plus. C'est une réunion fermée, pas de femmes. Julien, mon Julien, qui était assis un peu à l'écart, avait simplement levé la main, sa voix basse, mais chaque mot portait comme une sentence. « Assieds-toi, Frank, elle a quelque chose à dire. » Sa main, je l'ai vue, elle se posait instinctivement près de son étui. Il était prêt à tout. Pour moi. C'était la première fois qu'il se battait. Pour moi, pas juste à côté de moi. C'est marrant, non? Le chemin pour arriver à ce moment, c'est une histoire en soi. Un vrai bordel, si tu veux mon avis. Mais une histoire dont je suis, enfin, la scénariste. Comment suis-je arrivé là, enceinte jusqu'aux yeux, vêtue d'un tailleur blanc coûteux, le genre qui fait paraître les hommes petits et mesquins, à prendre la parole devant les pontes du milieu? Eh bien, ça a commencé, je crois, le jour où j'ai décidé que je ne serais plus un meuble. Il y a quelques mois de cela, 6 ou 7, tout se mélange un peu dans ma tête quand j'y repense. Le temps a une drôle de façon de s'étirer ou de se contracter selon l'intensité des événements. J'étais encore Sophia, ou plutôt Marie. Mon nom est Marie. J'étais Marie Garnier, mariée à Julien Montaigne. Nous vivions dans ce penthouse glacé à La Défense. Une œuvre d'art stérile, faite de verre, de béton poli et d'une vue sur Paris, qui donnait l'impression que la ville était un circuit imprimé sous nos pieds. Un appartement à 50 millions d'euros, où les seules émotions permises étaient le luxe silencieux et l'ennui profond. Je me souviens de cette nuit-là, pas comme d'un événement isolé, mais comme du point culminant de 3 années de silence, de mépris voilé et de ma propre métamorphose. Julien est rentré tôt, très tôt. Il était presque minuit. D'habitude, il ne se montrait pas avant 2 heures du matin, imprégné d'odeurs de cigares et du parfum capiteux de ces femmes qu'il ne se donnait même pas la peine de cacher. La routine était immuable. Il rentrait, me laissait dormir dans la suite parentale. Je devais être une sorte de bosse sous les draps de coton égyptien, invisible. Et il filait se doucher avant de rejoindre la chambre d'amis. Cela durait depuis 3 ans. Les 2 premières années de notre mariage arrangé avaient été une façade polie. Les 3 dernières, une guerre froide silencieuse. Mais cette nuit-là, les lumières étaient allumées. Pas la douce ambiance tamisée que le système domotique activait d'office. Non, c'était la lumière crue du plafonnier de la chambre principale qui baignait la pièce d'une clarté impitoyable. Julien, je l'ai senti, était sur ses gardes. Je l'entendais avancer dans le couloir, les Oxford en cuir italien ne faisant aucun bruit sur le parquet. Il était comme ça, un prédateur. Mais ce soir-là, c'était moi qui l'attendais. J'étais près du lit, le dos tourné, en train de plier un pull en cachemire crème avec une lenteur presque chirurgicale. Chaque pli, chaque ajustement, était un acte délibéré. Ce n'était pas le désordre d'une femme en pleine crise de rage. C'était l'ordre d'une femme qui avait un plan méticuleusement préparé. Tu vas quelque part? Sa voix. Elle était profonde, éraillée, dénuée de toute affection. C'était la voix qu'il utilisait pour ses lieutenants qui ne lui apportaient pas assez d'enveloppe. Je n'ai pas sursauté, je n'ai pas haleté, je n'ai même pas tourné la tête. J'ai juste tendu le bras pour attraper un pantalon noir et j'ai continué. Ce manque de respect, je le savais, le rendait fou. Il était habitué à la peur.
à l'obéissance. Marie, a-t-il répété, plus fort cette fois. Quand je me suis finalement retourné, je pouvais voir son attente. Il s'attendait aux larmes, aux yeux rougis d'une femme qui avait passé la nuit à pleurer, à mendier un peu d'attention. J'avais son script en tête. Tu n'es jamais là. Tu ne m'aimes pas. Je suis seul. Et ses répliques. Je te nourris. Tu vis dans un palais. Sois reconnaissante. Mais mon visage était sec. Mes yeux, d'habitude noisettes et vifs, étaient plats, morts. C'était comme regarder une poupée. Je t'ai entendu, ai-je dit, ma voix calme, posée. Je m'en vais, Julien. Il a lâché un souffle incrédule. Il est entré entièrement dans la pièce, comme pour affirmer sa domination. Tu pars, c'est à propos de la semaine dernière. Le dîner avec la famille Rossetti, c'était juste pour les affaires. Ce n'est pas à cause de la semaine dernière, ai-je rétorqué, me retournant vers ma valise. J'ai ramassé un petit rouleau à bijoux en cuir. Alors quoi? L'argent? Tu veux une plus grosse allocation? Tu veux qu'on rénove encore la villa à Saint-Tropez? Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Il s'ennuyait. Il traitait ça comme une négociation syndicale. Arrête ce cirque, Marie. Range tes affaires. Tu as un gala de charité demain soir au Palais de la Bourse. Tu porteras la Valentino rouge. J'ai brûlé la Valentino rouge, et je dis. Julien a cligné des yeux. Quoi? J'ai fermé la fermeture éclair du rouleau à bijoux. Et la bague en saphir, le collier en diamant que tu m'as offert pour notre anniversaire l'année dernière. Je les ai laissés dans la cheminée. Il s'est décollé du cadre de porte, son ennui remplacé par une pointe de colère brûlante. Il a traversé la pièce jusqu'à la cheminée. Bien sûr, au milieu des cendres grises du foyer à gaz, il y avait les restes calcinés de tissu rouge et le métal tordu et noirci d'une monture en platine. Il a fixé les ruines, puis s'est retourné vers moi. « Tu es folle? Ce collier valait 80 000 €. C'était une déduction fiscale, Julien. Ne prétends pas que tu l'as acheté pour moi. » Je l'ai enfin regardé, et le vide dans mon regard l'a frappé plus fort qu'un coup physique. Je ne prends rien de ce que tu as acheté. Cette valise contient des vêtements que j'ai achetés avec l'argent que j'ai gagné avant de te rencontrer. Les bijoux sont ceux de ma grand-mère. Mon passeport est le mien. Tu n'as pas d'argent, a-t-il ricané. Tu n'as pas travaillé un jour depuis le mariage. Je n'ai pas travaillé un jour depuis le mariage, ai-je corrigé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'argent. J'ai tendu la main vers la fermeture éclair de la valise. Julien s'est avancé et a claqué sa main sur le couvercle, le clouant au lit. Le métal a retenti. Tu n'iras nulle part. Tu penses que tu peux juste abandonner un Montaigne? Tu sais qui je suis. Tu sais ce qui arrive aux gens qui manquent de respect à cette famille. Je sais exactement qui tu es, ai-je murmuré. J'ai regardé sa main sur la valise, puis son visage. Je n'ai pas concilié. Tu es un petit chef de gang en costume sur mesure qui pense que la peur est synonyme de respect. Et tu es tellement occupé à surveiller tes arrières que tu n'as jamais regardé la personne qui dormait à côté de toi. Julien m'a attrapé le poignet. Sa prise était douloureuse. Attention, Marie. Ou quoi? Ai-je défié, ma voix montant pour la première fois. Tu vas me frapper? Vas-y. Ce serait le plus de contact que nous ayons eu en 6 mois. Il m'a lâché comme si j'étais brûlante. Il a reculé, a rajusté sa veste, retrouvant son sang-froid. Il devait gérer ça comme un patron, pas comme un mari. Tu ne peux pas partir, a-t-il dit froidement. La commission ne le permettra pas. L'épouse d'un chef ne s'en va pas comme ça. Ça me fait paraître faible. Et si j'ai l'air faible, je dois faire un exemple. La commission ne se soucie pas de moi, ai-je dit. J'ai fermé la valise. Le bruit de la fermeture était définitif. Et tu ne me feras pas de mal, Julien. Tu es très confiante. Je le suis. J'ai étiré la poignée. Parce que si je ne contacte pas une personne spécifique dans exactement 1 heure, un email est envoyé au SRPG, au fisc et à la rédaction du Monde. Julien s'est figé.
La pièce est devenue silencieuse. Le léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, au bout du couloir, semblait crier. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-il demandé, sa voix tombant dans un murmure létal. « J'ai dit que j'avais une assurance, ai-je répondu. J'ai ramassé mon sac à main. Je suis au courant de l'expédition de Le Havre, Julien. Je connais les conteneurs fantômes. Je connais les sociétés écrans aux îles Caïmans sous le nom de jeune fille de ta mère. Je sais où sont enterrés les corps, littéralement, dans les fondations de ce projet de construction à Marseille. » Julien me fixait. Normalement, il aurait dû prendre son arme. Il aurait dû me réduire au silence. C'était le protocole. C'était sa vie. Mais il ne pouvait pas bouger. Il n'était pas tant choqué par la trahison que par ma compétence. Pendant 5 ans, il m'avait prise pour un trophée, une jolie chose vide qui passait ses journées à faire du pilates et du shopping. « Tu m'espionnais », a-t-il dit, la réalisation le frappant d'horreur. « Je n'espionnais pas », ai-je dit, marchant vers la porte, traînant la valise derrière moi. Les roues ronronnaient sur le parquet. « J'étais juste dans la pièce, Julien. Tu m'as tellement ignoré que tu as oublié que j'avais des oreilles. Tu prenais des appels téléphoniques à table. Tu laissais des registres sur la table de nuit. Tu discutais de tes opérations pendant que je te servais du vin. Tu ne pensais pas que j'étais une menace parce que tu ne pensais pas que j'étais une personne. » J'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé en arrière. Je prépare cette valise depuis 3 ans et je dis « Adieu, Julien. » Je suis sorti. Julien est resté figé au centre de la chambre. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se fermer. Quelques minutes plus tard, j'ai vu une berline noire s'arrêter. Une silhouette est sortie du bâtiment. Le chauffeur est sorti, ce n'était pas un chauffeur de taxi, c'était un homme grand, de carrure militaire. Il a pris ma valise. Je savais qui c'était. C'était Pierre Lebrun. Le sang a reflué du visage de Julien. Pierre Lebrun n'était pas un chauffeur de taxi. Il était le conseiller de la famille rivale de Lyon, celle qui essayait d'empiéter sur le territoire parisien depuis une décennie. Marie ne le quittait pas seulement, elle faisait défection, et elle emportait avec elle les secrets de l'Empire Montaigne. Julien ne m'a pas poursuivi, pas immédiatement. Au moment où il a vu Pierre ouvrir la portière de cette voiture, le jeu a changé. Ce n'était plus une dispute conjugale, c'était un acte de guerre. Il a détourné les yeux de la fenêtre et a immédiatement sorti son téléphone crypté de sa veste. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'une rage si froide qu'elle ressemblait à de la glace dans ses veines. Il a composé le numéro de son bras droit. Antoine. « Ouais, patron. » Antoine a répondu au premier coup. « Code noir, » a dit Julien, sa voix plate. « Marie vient de quitter l'immeuble. Elle a été récupérée par Pierre Lebrun. » Il y a eu un silence à l'autre bout, lourd et confus. Lebrun, Lyon. « Patron, vous êtes sûr? » Je vois sa sale gueule en ce moment même. Il se dirige vers le nord, sur le quai du port. Je veux une filature, mais pas d'engagement. Si elle a ce qu'elle dit avoir, on ne peut pas encore la toucher. Juste savoir où ils vont. C'est fait. Julien a raccroché et a jeté le téléphone sur le lit. Il a regardé l'espace vide où se trouvait ma valise. Comment? La question tournait en boucle dans son esprit. Marie était la fille d'un boulanger de Lyon. Il m'avait rencontré à un mariage. J'étais douce, timide, traditionnelle. Je ne connaissais pas le milieu. Il m'avait tenu à l'écart. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il a commencé à fouiller la pièce. Il a arraché les tiroirs de ma coiffeuse. Il a balayé les parfums coûteux du comptoir, brisant le verre contre le sol en marbre. Il a vérifié le coffre-fort. L'argent, environ 200 000 € qu'il gardait pour les urgences, était toujours là. Les diamants aussi, ceux que je n'avais pas brûlés. Je n'avais pas menti. Je n'avais pas volé son argent. Puis il a vérifié son bureau. La lourde porte en chêne était verrouillée comme toujours. Il a utilisé son empreinte digitale pour l'ouvrir. Tout semblait intact. Les papiers sur son bureau étaient parfaitement alignés. Mais Julien était méticuleux. Il avait une habitude, une paranoïa, de placer un seul cheveu sur le sceau de son classeur où étaient conservés les vrais registres. Il s'est accroupi. Le cheveu avait disparu.
Il a déverrouillé le classeur. Les registres étaient dehors. Mais en feuilletant le journal logistique de 2024, il a remarqué quelque chose. Les pages semblaient légèrement différentes, plus légères. Il a tenu une page à la lumière. C'était une photocopie de haute qualité. Je ne les avais pas seulement lues. Je les avais remplacées. J'avais eu le temps de prendre les originaux, de les copier et de remettre les faux. 3 ans, a-t-il murmuré à la pièce vide. Pendant 3 ans, pendant qu'il sortait avec des serveuses de bar et gérait le port de Le Havre, sa femme calme et dévouée avait mené une opération de contre-espionnage dans sa propre maison. Son téléphone a vibré. C'était Antoine. « On les a, patron. Ils ne vont pas à l'aéroport. » Il se dirige vers Toussus-le-Noble, l'aérodrome privé. « L'avion de qui? » Numéro d'immatriculation enregistré au nom d'une société écran Omniglobal. Mais le plan de vol est déposé. Destination, la Corse. La Corse. Julien a senti un nœud se serrer dans son estomac. La Corse, ce n'était pas Lyon. Si j'allais à Lyon, j'étais une invitée de la famille rivale. Si j'allais en Corse, j'allais à la source, au pays. Les vieilles familles là-bas ne se souciaient pas des querelles parisiennes. Elles se souciaient du sang et de l'honneur. Et si j'avais un levier, je pouvais acheter une protection au plus haut niveau. Arrête l'avion, Antoine. Patron, ils sont déjà sur le tarmac. Pierre a 4 gars avec lui. Des poids lourds. Si on commence une fusillade à Toussus-le-Noble, les flics seront sur nous en 10 minutes. Julien a serré la mâchoire si fort que ses dents lui ont fait mal. Laissez-les partir. Patron? J'ai dit, laissez-les partir, a rugi Julien. Si elle divulgue les dossiers, on est tous fichus. J'ai besoin de savoir quel est son jeu. Elle a dit qu'elle avait un interrupteur d'homme mort. Si elle ne se manifeste pas, les infos tombent. On ne peut pas la tuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Julien est retourné dans la chambre. Il a regardé les restes calcinés du collier dans la cheminée. Fais tes valises, Antoine. On part en Italie. La Corse, à la fin septembre, est d'une beauté trompeuse. L'air sentait le sel et les citrons séchés. Le soleil était chaud, mais le vent venant de la mer Tyrrhénienne portait une fraîcheur. J'étais sur la terrasse d'une villa près de Bonifacio. C'était un endroit ancien, bâti dans les falaises surplombant la mer. Il appartenait à la famille Renucci, un refuge utilisé depuis des générations. Pierre Lebrun est sorti sur la terrasse, tenant 2 expressos. Il contrastait fortement avec Julien. Là où Julien était massif, bruyant et agressif, Pierre était mince, calculé et silencieux. Il portait des costumes en lin et des lunettes cerclées de fils. Il ressemblait à un professeur d'université, pas à un homme qui dissolvait des corps dans de l'acide pour la mafia de Lyon. « Le café, » a dit Pierre, posant la tasse sur la balustrade en pierre. « Bois, tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. » J'ai pris la tasse, mes mains tremblant légèrement maintenant que l'adrénaline de l'évasion s'était estompée. La terreur s'installait. « Il nous a suivis ?» ai-je demandé, regardant la route sinueuse qui montait la montagne. « Il est à Ajaccio, » a dit Pierre. « Il a atterri ce matin. Il rencontre les chefs locaux, essaye d'obtenir la permission d'entrer sur ce territoire, mais il ne l'aura pas. Mon oncle contrôle ce secteur. Julien n'a aucun pouvoir ici. » J'ai pris une gorgée du café amer et noir. Julien ne se soucie pas des règles de territoire, Pierre. Tu sais qu'il est arrogant. Il pense qu'il peut acheter ou se frayer un chemin par la violence. Il ne peut pas se frayer un chemin par la violence ici, a dit Pierre. Il s'est appuyé contre la balustrade, m'étudiant. Tu as bien fait, Marie. Les dossiers que tu nous as donnés, c'est suffisant pour démanteler tout le réseau logistique des montagnes. La justice donnerait cher pour ça, mais nous pouvons l'utiliser pour reprendre leur route sans tirer un coup de feu. J'ai détourné les yeux. Je ne l'ai pas faite pour ta famille, Pierre. Je l'ai faite pour m'en sortir. Je sais, a dit Pierre doucement, mais tu m'as choisi pour t'aider. Pourquoi? Tu aurais pu aller voir le SRPG. Le SRPG m'aurait mise sous protection des témoins. Je vivrais dans une petite maison au fin fond de la Creuse,
à gérer une boulangerie sous le nom de Brenda, ai-je dit, un sourire sec effleurant mes lèvres. Je ne voulais pas me cacher, Pierre. Je voulais vivre. Et je savais que tu haïssais Julien autant que moi. Les yeux de Pierre se sont assombris. Il a tué mon frère. Il appelle ça des affaires, mais c'était personnel. J'attendais une occasion de m'en prendre à lui depuis 5 ans. Et je viens de te donner l'arme, et je dis, oui, tu l'as fait. Pierre a tendu la main et a couvert la mienne. Sa peau était chaude. Tu es en sécurité ici, Marie. Julien ne peut pas te toucher. Tant que tu as ce Dead Man Switch activé, il sait qu'il ne peut pas te faire de mal. Il n'essayera pas de me tuer, ai-je dit, fixant la mer. Il essayera de me briser. Il a besoin de récupérer les dossiers. Il essayera de trouver un levier. Quel levier? Tu n'as plus de famille. Tes parents sont décédés. Pas d'enfants. Je me suis raidi. J'ai retiré ma main de celle de Pierre. « Marie ?» a demandé Pierre, sa voix changeant de ton. « Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit ?» J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fouillé ma poche et j'en ai sorti une petite photographie pliée. C'était une échographie. Pierre l'a fixée. « Tu es enceinte. »« 4 mois, ai-je murmuré. Je l'ai cachée sous des vêtements amples. Julien ne le sait pas. Il ne m'a jamais regardé assez longtemps pour le remarquer. Pierre a juré doucement en course. Ça change les choses. Si Julien découvre qu'il y a un héritier, un fils, il ne me laissera pas partir. Ai-je terminé? Il est obsédé par l'héritage. S'il sait que je porte son enfant, il brûlera la Corse pour me récupérer. Il ne se souciera pas des dossiers. Il ne se souciera pas du SRPG. Il voudra son sang. Quelqu'un d'autre le sait? Non, juste mon médecin à Paris, et je l'ai payé suffisamment pour qu'il perde les dossiers. Pierre a passé une main dans ses cheveux. D'accord, on garde ça secret. Tu restes à la villa. Nous avons des gardes, mais il faut accélérer les négociations. Il faut régler Julien avant qu'il ne découvre. Soudain, une agitation a éclaté à l'entrée de la villa, des cris, un bruit de métal heurtant du métal. Pierre s'est retourné, cherchant le pistolet dans son étui d'épaule. « Reste ici !» m'a-t-il ordonné. Il a couru à l'intérieur de la maison. Je me suis avancé vers le bord de la terrasse, regardant l'allée. Un Range Rover noir avait percuté les grilles en fer. Elles étaient tordues vers l'intérieur. 3 hommes sortaient du véhicule. À leur tête, Julien. Il ne portait pas de costume. Il portait un gilet tactique sur une chemise noire, tenant un fusil d'assaut. Il ressemblait à un démon. Les hommes de Pierre ouvraient le feu depuis le balcon, mais Julien n'a pas oscillé. Il se déplaçait avec une efficacité terrifiante, se couvrant derrière une fontaine en pierre et ripostant. Il ne négociait pas. Il ne jouait pas selon les règles du vieux pays. Il envahissait. J'ai regardé avec horreur. Il m'a trouvé. Comment m'a-t-il trouvé si vite? Puis j'ai vu ce qu'il tenait à la main. Ce n'était pas seulement une arme. Ce n'était pas un téléphone. Et il criait quelque chose. « Dis-lui » a hurlé Julien vers la maison. « Dis-lui » Mon sang s'est glacé. Pierre est revenu en courant sur la terrasse, m'attrapant le bras. Il faut prendre la sortie de derrière, maintenant. Il sait. Pierre, il sait. J'ai haleté. Il sait quoi? Pour le bébé? Comment? Je ne sais pas. Nous avons couru à travers la villa, puis un étroit escalier en pierre qui menait à un quai privé où un bateau nous attendait. Des coups de feu résonnaient au-dessus de nous, faisant tomber la poussière du vieux plafond. Alors que nous atteignions le quai, Pierre a cherché en tâtonnant les clés du hors-bord. J'ai regardé en arrière, vers les escaliers. J'entendais des bruits de bottes lourdes qui descendaient. « Pierre, dépêche-toi !» Le moteur a rugi. Pierre a largué les amarres. Juste au moment où le bateau s'éloignait du quai, la porte de la remise à bateau a éclaté. Julien se tenait là, la poitrine haletante, le visage maculé de poussière et de sang. Il a baissé son arme. Il n'a pas tiré. Il ne pouvait pas tirer.
pas sur le bateau qui transportait son enfant à naître. Nos regards se sont croisés par-delà l'écart d'eau qui s'élargissait. « Tu ne peux pas fuir, Marie !» a-t-il rugi, sa voix résonnant sur les falaises. « C'est mon fils, je te retrouverai. » Je le regardais, ma main couvrant instinctivement mon ventre. Pour la première fois depuis des années, Julien me regardait. Il me regardait vraiment, mais ce n'était pas avec amour. C'était avec une faim possessive, terrifiante. La chasse venait de commencer. Le bateau filait vers la Sardaigne, la mer Méditerranée, un violet meurtri sous le ciel crépusculaire. J'étais recroquevillé à l'arrière, enveloppé dans une couverture qui sentait le diesel et le sel. Ma main n'avait pas quitté mon ventre depuis le cri de Julien sur les falaises. « C'est mon fils. » Ces mots me hantaient. Julien Montaigne ne voulait pas d'un enfant. Il voulait un héritier. Il voulait une continuation biologique de son pouvoir. S'il mettait la main sur moi maintenant, je ne serais plus sa femme. Je serais une couveuse, une prisonnière dans ce penthouse jusqu'à la naissance du bébé. Et ensuite, je serais jeté pendant qu'il élèverait son fils pour en faire un autre monstre en costume. On est presque à Porto Cervo, a crié Pierre par-dessus le rugissement du moteur. Il pilotait le bateau avec une intensité sombre. J'ai une planque là-bas, un yacht. Il est enregistré à une société panaméenne. Il nous cherchera sur l'or. Je regardais le dos de Pierre. Il m'avait sauvé. Il avait risqué sa vie pour moi. Mais quelque chose dans la façon dont il avait regardé mon ventre, de retour à la villa, m'avait fait frissonner. Comment savait-il, Pierre? Ai-je demandé, ma voix à peine audible à cause du vent. Je me suis rapproché du cockpit. Comment Julien a-t-il découvert la grossesse? J'ai payé le docteur Dubois 50 000 € en liquide pour qu'il garde les dossiers uniquement sur papier et les brûle après mes visites. Pierre ne m'a pas regardé. Julien a des espions partout, Marie, tu le sais. Peut-être que l'infirmière a parlé. Peut-être qu'il a mis ton portable sur écoute. J'ai pris des taxis. J'ai porté des déguisements. J'ai été prudente. J'ai plissé les yeux. Tu n'as pas semblé surpris quand je te l'ai dit. Pierre a tourné brusquement la barre, faisant virer le bateau vers les lumières scintillantes du port exclusif. J'étais surpris. Tu as vu mon visage. Je t'ai vu calculer, ai-je dit, ma voix se durcissant. Tu ne m'as pas regardé comme une femme portant un enfant. Tu m'as regardé comme si j'étais une valise pleine d'argent. Pierre a coupé le moteur alors que nous glissions vers un super yacht massif et élégant, ancré juste à l'extérieur du port. Le silence qui s'est installé était assourdissant. Il s'est tourné vers moi, les lumières du port se reflétant dans ses lunettes, cachant ses yeux. « Tu portes un Montaigne », a dit Pierre doucement. « Sais-tu ce que ça signifie dans notre monde? Cet enfant est le prince héritier du front de mer de New York. Si Julien meurt, ce garçon hérite de l'Empire. » J'ai senti le sang me quitter le visage. Je ne l'élèverai pas pour qu'il soit un Montaigne. Je l'élèverai pour qu'il soit libre. Il n'y a pas de liberté, a dit Pierre s'approchant. L'air charmant de l'universitaire avait disparu. À sa place, il y avait le pragmatisme froid d'un chef lyonnais. Si l'enfant naît sous ma protection, et si sa mère est alignée avec la famille de Lyon, alors le territoire Montaigne ne revient pas seulement à un bébé. Il revient à l'homme qui contrôle le bébé. J'ai fait un pas en arrière, heurtant la rambarde du bateau. J'ai réalisé avec une horreur grandissante que je n'avais pas échappé à la mafia. J'avais juste échangé un loup contre un requin. « Tu ne vas pas m'aider à disparaître », ai-je murmuré. « Tu vas me garder. » Pierre a souri, un sourire mince et sans joie. « Je vais te protéger, Marie, mais tu ne peux pas partir. Pas avec cet atout dans ton ventre. Tu es la clé de Paris et je compte ouvrir cette porte. » Il a tendu la main pour m'aider à monter l'échelle du yacht. « Bienvenue à bord du Lady Luck. Installe-toi bien, Marie. Nous allons être en mer pendant longtemps. » Pendant ce temps, à Lyon, l'atmosphère dans l'arrière-salle d'un steakhouse discret était épaisse de fumée de cigares
et de l'odeur métallique de la peur. Julien Montaigne était assis sur une chaise en bois, son équipement tactique remplacé par un costume noir impeccable, mais ses jointures étaient écorchées et ses yeux injectés de sang. Il n'avait pas dormi depuis 48 heures. Devant lui, ligoté à une chaise, se trouvait le docteur Alain Dubois. Le visage du médecin était enflé, ses lunettes coûteuses écrasées sur le sol. « S'il vous plaît », a sangloté Dubois. « Je ne lui ai pas dit. Je jure. » Julien s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Il avait l'air calme, ce qui était toujours le moment où il était le plus dangereux. « Je crois que tu ne me l'as pas dit, Alain. C'était ta première erreur. Ma femme est enceinte, et au lieu de me féliciter, tu as aidé à le cacher. » Elle avait peur, a gémi Dubois. « Et maintenant, elle est partie, » a dit Julien. « Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici parce que Pierre Lebrun a su comment la récupérer. Il a su exactement quand elle partait, et il a su qu'elle valait la peine d'être prise. » Julien s'est levé et s'est dirigé vers la petite table où le téléphone du médecin était démonté. « Nous avons retracé les paiements cryptés, » a dit Julien. « Pas ceux de Marie, ceux des îles Caïmans. Une société écran liée à la famille de Lyon payait tes prêts d'études médicales depuis 6 mois. » Dubois est devenu pâle. Ils m'ont fait chanter. Ils ont dit qu'ils connaissaient le procès pour faute professionnelle de 2019. Alors tu as vendu les dossiers médicaux de ma femme à Pierre Lebrun, a demandé Julien, sa voix faussement douce. Je ne pensais pas qu'il la prendrait. Il voulait juste connaître ses points faibles. Il voulait un levier sur toi. Julien a hoché la tête lentement. Il a fait signe à Antoine qui se tenait dans l'ombre, nettoyant un ongle avec un cran d'arrêt. Pierre connaissait le bébé avant moi, murmurait Julien, une vague de nausée le submergeant. Il a ressenti une trahison qui allait plus loin que les affaires. Il avait tellement échoué à protéger sa famille que son ennemi savait que son propre enfant existait avant lui. « Où sont-ils » a demandé Julien à Dubois. « Je ne sais pas. »« Antoine » a dit Julien. Antoine s'est avancé. « Attendez, attendez » a crié Dubois. « L'échographie, elle avait besoin de vitamines spéciales, progestérone. J'ai envoyé l'ordonnance à une pharmacie en Europe, un service de conciergerie en ligne. » Quelle était l'adresse de livraison? Porto Vecchio, un yacht appelé le Lady Luck. Julien a boutonné sa veste. Il n'a plus regardé le médecin. « Nettoie ça, Antoine. Ensuite, prépare le jet et appelle mon cousin à Milan. Dis-lui que je viens en Italie et que j'apporte la guerre. Ce que j'ai vécu là-bas, c'était ma vérité. Mais le docteur Dubois, lui, il a vu les choses différemment, je pense. Un petit homme bien trop habitué au confort de sa clinique, pris dans les rouages d'une machine qui le dépassait. Quand Julien l'a interrogé, Dubois n'a pas vu la rage froide d'un chef. Il a vu un homme brisé. Il m'a dit plus tard, dans les couloirs du palais de justice, qu'il s'était senti comme un pantin désarticulé, pris entre deux forces colossales. La pression de Pierre, les menaces subtiles, puis la violence brute de Julien. Il n'avait pas le choix. Personne ne l'avait. C'est l'histoire de beaucoup de petites gens dans notre monde. Des dominos qu'on fait tomber sans même les regarder. Il regrettait juste d'avoir trahi la confiance d'une patiente, ma confiance. Mais qui aurait pu résister? C'est ça la question, n'est-ce pas? La peur est un drôle de maître. 2 semaines plus tard, The Lady Luck n'était plus un sanctuaire. C'était une prison flottante. On me permettait de marcher sur le pont, mais seulement avec 2 gardes armés derrière moi. Je n'avais ni téléphone, ni Internet, aucun moyen de contacter le monde extérieur. Pierre avait changé de tactique. Il n'était plus l'ami compréhensif. C'était le prétendant agressif. Il m'apportait des cadeaux, boucles d'oreilles en diamant, robes en soie, et exigeait que je les porte au dîner. Il parlait ouvertement d'unir les familles. Ce n'était pas une proposition. C'était une fusion-acquisition. « On accoste en Corse demain », a dit Pierre un soir pendant le dîner. La salle à manger du yacht était somptueuse, pleine de cristal et d'or, mais j'avais l'impression d'étouffer. « Pourquoi la Corse »
ai-je demandé, poussant la nourriture dans mon assiette. Parce que les lois y sont souples en matière de mariage, si on connaît le bon magistrat, a dit Pierre, prenant une gorgée de vin. Nous allons nous marier, Marie. J'ai lâché ma fourchette. Elle a tinté bruyamment contre la porcelaine. Je suis déjà marié. Julien est un homme mort qui marche, a dit Pierre avec dédain. Et même s'il survit, j'ai des avocats qui rédigent une annulation basée sur l'abandon et la mise en danger criminelle. Mais les familles lyonnaises sont traditionnelles. Elles n'accepteront pas un enfant illégitime comme héritier. Il faut qu'on soit mariés avant que le bébé n'arrive. Je ne t'épouserai jamais, ai-je sifflé. Pierre a traversé la table et m'a attrapé le poignet. Sa prise était aussi forte que celle de Julien, mais sa peau était moite. Tu n'as pas le choix. Tu veux que ton enfant vive? Tu veux qu'il ait un avenir? Alors il a besoin d'un père qui n'est pas actuellement chassé par le SRPG et tout le milieu italien. Julien est fini. Marie, je suis la seule option. Il s'est levé. Prépare la robe. Nous accostons à l'aube. La cérémonie est à midi à la chapelle Saint-Michel. La chapelle Saint-Michel était une structure en pierre isolée dans les montagnes de Corse, entourée d'une garrigue dense et de roches déchiquetées. C'était un endroit où les contrebandiers et les bandits venaient prier pour le pardon. Je me tenais à l'autel, vêtu d'une robe de dentelle blanche que Pierre m'avait forcé à porter. Elle était ajustée, contraignante. Mes mains tremblaient. Le prêtre, un homme nerveux dont le front était en sueur, feuilletait sa Bible. Pierre se tenait à côté de moi, l'air triomphant. Il était flanqué de 6 de ses meilleurs hommes, tous armés d'armes automatiques sous leur veste. « Procédez, a dit Pierre au prêtre. Nous sommes réunis ici, a commencé le prêtre, sa voix tremblante. J'ai regardé les lourdes portes en bois de la chapelle. J'ai prié pour un miracle. J'ai prié pour le SRPG. J'ai prié pour un tremblement de terre. Je ne m'attendais pas à ce que le vitrail derrière l'autel explose. Des éclats de verre ont plu sur nous comme une grêle colorée. Pierre s'est jeté au sol, couvrant sa tête. J'ai figé, protégeant mon ventre. À travers la fenêtre brisée, une grenade. Une grenade a été lancée. Grenade. Boum! Une lumière blanche aveuglante a rempli la petite pièce en pierre, suivie d'un tintement assourdissant. Je suis tombé à genoux, désorienté. Des coupes de feu ont éclaté. Des rafales contrôlées, précises. Les lourdes portes en bois de la chapelle ont été défoncées. À travers la fumée, un phalanx d'hommes en tenue tactique noire a balayé la pièce. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, abattant les gardes de pierre avant même qu'ils ne puissent dégainer leurs armes. Au centre de la fumée, marchant calmement à travers le chaos, se tenait Julien. Il portait un costume gris anthracite sur mesure, totalement déplacé dans une fusillade, mais il semblait maîtriser la violence. Il tenait un pistolet silencieux dans une main. Pierre s'est relevé, m'attrapant et me tirant devant lui. Il a appuyé un pistolet sur ma tempe. « Stop !» a crié Pierre. « Je vais la tuer. Je jure devant Dieu, Julien, je vais peindre les murs avec elle. » Les tirs ont cessé instantanément. La pièce est devenue silencieuse, sauf pour les gémissements du prêtre qui se cachait derrière l'autel. Julien s'est arrêté à 3 mètres de moi. Il a regardé Pierre avec un mélange d'ennui et de dégoût. Puis ses yeux se sont tournés vers moi. Il a regardé mon ventre, voyant la légère courbure sous la robe de dentelle. Sa mâchoire s'est serrée. « Lâche-la, Pierre, a dit Julien. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids qui faisait vibrer les murs de pierre. « Tu fais un pas et elle meurt, a hurlé Pierre. Il transpirait, son sang-froid brisé. Elle est à moi. L'enfant est à moi. L'enfant! Julien a fait un pas en avant. C'est mon sang, petit imitateur de lion, et cette femme est ma femme. Elle te déteste. Pierre a ri d'une façon maniaque. Elle t'a fui. Elle m'a donné tes livres. Je sais, a dit Julien. Il m'a regardé de nouveau. Elle a fait ce qu'elle devait faire, parce que j'étais aveugle. Julien a rangé son arme. Il a levé les mains, paumes ouvertes. «
Qu'est-ce que tu fais? A claqué Pierre. Je négocie, a dit Julien. Tu veux le territoire, prends-le. Tu veux le port de Le Havre, je te le cède. Tu veux les routes maritimes, elles sont à toi. Mes yeux se sont écarquillés. Julien Montaigne n'abandonnait jamais de territoire. Il serait mort plutôt que de céder un seul coin de rue. Tu mens, a dit Pierre. J'ai les papiers de transfert dans ma poche, a dit Julien calmement. Je ne me soucie plus des affaires. La commission peut l'avoir. Tu peux l'avoir. Je veux juste ma femme et mon enfant. Pierre a hésité. L'avidité dans ses yeux a vacillé. Le port de Le Havre valait des milliards. C'était le prix qu'il poursuivait depuis une décennie. Pose ton arme, Pierre, a dit Julien doucement. Prends la victoire. Pars en roi. La prise de Pierre sur moi s'est légèrement relâchée. Idéalement, il aurait pu tirer sur Julien et me prendre, mais les hommes de Julien avaient des viseurs laser pointés sur le front de Pierre. C'était la seule issue vivante. « Glisse les papiers », a exigé Pierre. Julien a lentement fouillé sa veste. Il a sorti une épaisse enveloppe. Il l'a jetée sur le sol en pierre entre nous. Les yeux de Pierre ont suivi l'enveloppe. Cette fraction de seconde, c'est tout ce dont j'ai eu besoin. Je n'ai pas attendu d'être sauvé. J'ai frappé son coup de pied avec toute ma force et j'ai jeté ma tête en arrière, la fracassant contre son nez. Pierre a hurlé de douleur et a trébuché en arrière, l'arme agitée sauvagement. Bang! Julien n'a pas hésité. Il a dégainé et tiré d'un mouvement fluide. La balle a atteint Pierre à l'épaule, le faisant tournoyer. Les hommes de Julien se sont précipités, plaquant le chef lyonnais au sol. Julien n'a pas regardé Pierre. Il a marché droit vers moi. Je tremblais, l'adrénaline me traversait le corps. J'ai reculé jusqu'à ce que je heurte l'autel. Julien s'est arrêté à quelques centimètres de moi. Il sentait la poudre et le parfum coûteux, l'odeur que j'avais associée à la solitude pendant 5 ans. Mais maintenant, il me regardait avec une intensité brûlante. Il ne m'a pas attrapé. Il n'a pas crié. Il est tombé à genoux. Julien Montaigne, le boucher de Le Havre, s'est agenouillé sur le sol en pierre sale devant sa femme. « Marie », a-t-il murmuré. Il a tendu une main tremblante vers mon ventre, mais s'est arrêté, planant à quelques centimètres, comme s'il craignait que je ne me brise. C'est vrai, c'est un garçon. Je l'ai regardé. J'ai vu la peur dans ses yeux. Non pas la peur de la mort, mais la peur de mon rejet. Oui, et je dis doucement. Julien a lâché un souffle qui ressemblait à un sanglot. Il a posé son front contre ma taille, enroulant ses bras autour de mes hanches, enfouissant son visage dans la dentelle de la robe que je détestais. « Je suis désolé », a-t-il étouffé contre moi. « Je suis tellement désolé. Je ne t'ai pas vu. Je jure sur la tombe de ma mère. Je ne détournerai plus jamais les yeux. » Je suis resté là, mes mains planant au-dessus de sa tête. J'avais gagné. Je l'avais brisé. L'arrogance avait disparu. Mais en regardant les hommes armés qui nous entouraient et Pierre qui saignait sur le sol, j'ai connu la vérité. Je n'avais pas échappé à cette vie. J'en étais juste devenu la reine. « Lève-toi, Julien », ai-je dit, ma voix froide et impérieuse. Julien a levé les yeux, surpris par mon ton. « Nous avons un avion à prendre », ai-je dit. « Si nous voulons garder ce bébé en sécurité, nous ne pouvons pas abandonner les ports. Nous devons tuer Pierre. » Julien m'a regardé un instant, puis un sourire lent et sombre s'est étendu sur son visage. Ce n'était pas le sourire d'un patron à un subordonné. C'était le sourire d'un partenaire. Il s'est levé, a essuyé la poussière de ses genoux et s'est tourné vers ses hommes. « Vous avez entendu la dame, » a dit Julien. « Finissez-en. » Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette situation, ce milieu, c'était vraiment absurde à bien des égards. Je veux dire, pensez-y, une femme ordinaire, piégée dans une vie dorée mais vide, qui finit par devoir orchestrer sa propre évasion, démanteler un empire et se retrouver au centre d'une guerre de clans. Et le plus fou, c'est que ça a marché. Ce n'était pas un conte de fées, loin de là.
C'était du sang, de la sueur et une terreur froide au ventre. À quel prix? Je me le demande encore. Chaque décision avait un coût humain, un coût pour mon âme. Je ne sais pas si c'était de la bonne chose à faire, juste la seule possible. C'est facile de juger quand on est en dehors, mais quand on est au milieu du champ de bataille, avec des vies, ma vie, celle de mon enfant, en jeu, la morale devient floue. Aucune idée. En tout cas, revenons à l'histoire. Le vol de retour à Paris n'avait rien à voir avec le vol de départ. Le Gulfstream 650 fendait les nuages de l'Atlantique, une balle d'argent retournant à son chargeur. À l'intérieur de la cabine, l'atmosphère était lourde, non pas de tension, mais d'une nouvelle et étrange gravité. J'étais assise dans un fauteuil pivotant en cuir vert, un verre d'eau pétillante à la main. Je regardais Julien. Il était assis en face de moi, examinant les dossiers que je lui avais volés des semaines auparavant. Les mêmes dossiers qui avaient failli détruire son empire étaient maintenant étalés sur la table entre nous. Il n'était pas en colère. Il les étudiait avec l'intensité d'un élève. « Tu as réorganisé la route du Havre », a dit Julien, traçant une ligne sur la carte avec son doigt. Il a levé les yeux, ses yeux sombres rencontrant les miens. « Tu as écarté les syndicats des contrats de béton et tu as acheminé l'argent par la société écran de gestion des déchets. Ça nous fait économiser 12%. 15%, ai-je corrigé, sans quitter la fenêtre des yeux. Si tu tiens compte des pots de vin que tu ne payais plus aux représentants syndicaux qui détournaient déjà l'argent. » Julien s'est adossé, passant une main sur son visage. Il avait l'air épuisé, mais vivant. « Je ne savais pas que tu connaissais les affaires, Marie. Je pensais que tu passais tes journées à faire du shopping. » « Je passais mes journées à écouter, ai-je dit. Tu parles fort, Julien, et tes associés sont des idiots. Ils pensent que parce que je suis une femme, je suis sourde. J'en ai appris plus en versant du café à vos réunions du dimanche que ton conseiller en droit n'en a appris à l'école. » Julien a ri, un son sec. « Et maintenant, que se passe-t-il maintenant, Marie? Nous atterrissons dans 3 heures. Lyon va vouloir du sang. Pierre est mort. Nous avons violé une trêve. » « Nous n'avons rien violé. » ai-je dit, tournant ma chaise pour lui faire face entièrement. Pierre a kidnappé la femme d'un homme du milieu. Il a enfreint le code. Nous avons défendu notre honneur. C'est ça, le récit. La commission ne le verra pas de cette façon. Ils verront d'un désordre. Ils me verront faible parce que ma femme s'est enfuie. Alors nous leur montrerons que je ne me suis pas enfui, ai-je dit froidement. Nous leur montrerons que je suis parti en mission diplomatique qui a mal tourné. Et nous leur montrerons que la famille Montaigne est plus forte que jamais. Je me suis levé et je suis allé vers lui. J'ai posé une main sur son épaule. Le contact était électrique. Pendant des années, j'avais reculé devant son toucher. Maintenant, j'en prenais l'initiative. « Tu dois virer Antoine, oh, ai-je dit. Julien s'est raidi. « Antoine? Il est avec moi depuis que je suis gamin. C'est mon bras droit. Il est lent, il est négligent, et il te manque de respect, ai-je dit. Quand tu étais aux toilettes tout à l'heure, je l'ai vu vérifier son téléphone. Il envoie des messages à quelqu'un de la famille genevoise. Il joue sur les 2 tableaux, Julien. Il pense que tu vas tomber. C'est une accusation grave. Vérifie son téléphone quand nous atterrissons. Si j'ai tort, je lui ferai un gâteau. Si j'ai raison, tu lui mettras une balle dans la tête. » Ils ont atterri à Toussus-le-Noble à 2 heures du matin. La pluie fouettait le tarmac et lavant les péchés de la vieille Corse. Un convoi de SUV noirs attendait. Antoine était là, tenant un parapluie pour Julien. Il a souri, sa dent en or scintillant. « Bienvenue chez vous, patron, Madame Montaigne. » Julien a regardé Antoine. Il a regardé l'homme qui se tenait à ses côtés lors de notre mariage. Puis, il m'a regardé, moi, qui montais dans la voiture avec la grâce d'une reine et la froideur d'une exécutrice. « Donne-moi ton téléphone, Antoine, » a dit Julien. Antoine a cligné des yeux. « Patron, le téléphone. » Antoine a hésité. Sa main est allée à sa poche, mais ses yeux ont dardé sur le côté.
Cette hésitation d'une fraction de seconde a été fatale. Julien n'a pas attendu. Il a fait signe aux deux gardes derrière Antoine. Ils l'ont attrapé. Julien a fouillé la poche d'Antoine, a sorti le téléphone et l'a déverrouillé avec le pouce d'Antoine. Il a fait défiler pendant 10 secondes. Son visage est devenu de pierre. Envoie un message au chef genevois que je suis émotif et compromis, que je cours après une femme au lieu des affaires. A lu Julien à haute voix. Julien, attendez, ce ne sont que des paroles, a balbutié Antoine. Julien m'a regardé sur la banquette arrière de la voiture. Je n'avais même pas baissé la vitre. J'attendais juste. Occupez-vous de ça, a dit Julien au garde. Il est monté dans la voiture à côté de sa femme. Alors que le convoi s'éloignait, un seul coup de feu a éclaté derrière eux, avalé par le bruit de la pluie. Julien m'a pris la main. Tu avais raison. J'ai souvent raison. Tu devrais t'y habituer. La réunion avec la commission a eu lieu 3 jours plus tard dans l'arrière-salle d'un cercle privé sans prétention à Bordeaux. L'air était épais de fumée et de testostérone. Les chefs des 5 familles étaient assis autour d'une table ronde en chêne. C'étaient de vieux hommes imprégnés de tradition. Ils n'aimaient pas Julien de Montaigne. Ils le trouvaient trop jeune, trop agressif, et maintenant il avait déclenché une guerre avec Lyon. « Tu as tué un chef », a craché le vieux monsieur Louis, le chef de la famille Montaigne elle-même. Pierre Lebrun était un homme respecté, un leader. « Tu l'as tué dans une église, Julien. C'est une mauvaise affaire. »« Il a touché ma femme, » a dit Julien, s'adossant à sa chaise. « Il a essayé d'extorquer cette famille. J'ai fait ce que je devais faire. » « Et la femme, » a raillé M. Louis, « celle qui a causé tout ce trouble. Où est-elle? Cachée dans la cuisine. » C'est là que la porte de l'arrière-salle s'est ouverte. La pièce est devenue silencieuse. J'y ai marché, ma démarche mesurée. Elle est juste ici, et j'ai marché jusqu'au bout de la table. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai posé une pile de dossiers sur le bois. Vous êtes en colère à propos de la situation lyonnaise, ai-je dit, m'adressant à la salle. Ma voix était stable, portant parfaitement. Vous pensez que nous avons perdu un partenaire potentiel? Mais Pierre Lebrun vous vendait déjà à la justice. Il montait un dossier RICO contre cette table entière pour blanchir son propre nom en Illinois. La pièce a murmuré. « Preuve? » a demandé M. Louis. « Dans les dossiers, ai-je dit, transcription d'écoute téléphonique que j'ai acquise de son coffre-fort personnel sur le yacht, ils allaient tous vous dénoncer. » Les hommes ont ouvert les dossiers. Le silence s'est approfondi à mesure qu'ils lisaient. Je n'ai pas seulement éliminé une menace pour mon mari, ai-je poursuivi. J'ai sauvé tous les hommes de cette pièce d'une inculpation fédérale. Julien n'a pas commencé une guerre. Il en a terminé une que vous ne saviez même pas être menée. J'ai posé mes mains sur la table, me penchant en avant. Les routes lyonnaises sont maintenant ouvertes. L'équipe Montaigne a déjà sécurisé la logistique. Nous sommes prêts à partager les bénéfices avec la commission. 70-30. 70-30? Monsieur Louis a levé un sourcil. C'est généreux. 70 pour nous, 30 pour vous. Et je dis avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Parce que nous avons fait le travail et pris le risque. Les hommes se sont regardés. Ils ont regardé Julien, qui regardait sa femme avec une expression de pure adoration. Ils ont alors réalisé que la dynamique du pouvoir avait changé. Julien était le muscle. J'étais le cerveau. Monsieur Louis a refermé le dossier. Il m'a regardé avec un respect nouveau. « Bienvenue à table, Madame Montaigne, » a-t-il dit. « Qu'auriez-vous fait à ma place? Accepter ce rôle, cette vie, avec un nouveau sens du pouvoir, ou tenter de fuir une deuxième fois? » La question n'était pas facile. 5 mois plus tard, l'hiver avait été rude, recouvrant Paris d'un gris morne, mais à l'intérieur du penthouse, tout était chaud. J'étais dans la chambre du bébé. C'était la seule pièce de la maison qui n'était pas austère et moderne. Elle était douce, remplie de jouets en peluche et peinte de bleu apaisant. J'étais très enceinte.
Ma date d'accouchement était dépassée d'une semaine. Julien est entré doucement. Il avait changé. Les aspérités étaient toujours là, mais il était plus posé. Il ne restait plus dehors tard le soir. Il dirigeait l'Empire depuis son bureau à domicile, toujours à portée de voix de moi. « Ça va? » a-t-il demandé, me frottant le dos. « Mon dos me fait mal, » ai-je gémi. « Et ton fils utilise ma vessie comme un sac de frappe. Il te ressemble. » Julien a souri, m'embrassant le cou. « C'est un battant. Bien. Il devra l'être. » « Julien, ai-je dit, me tournant vers lui. « C'est fait. » Le visage de Julien s'est légèrement assombri. « Oui, les dernières de l'équipe de Pierre. Ils ont essayé de s'installer à Belleville. Nous les avons nettoyés ce matin. Et la police s'est payée. C'est calme, Marie. Nous avons gagné. » J'ai soupiré, me penchant contre lui. « Ce n'est jamais calme, Julien. Tu le sais. Il y a toujours quelqu'un d'autre. »« Qu'il vienne, » a murmuré Julien avec fureur. « Nous les brûlerons tous. » Cette nuit-là, j'ai commencé le travail. Ce n'était pas la ruée chaotique vers l'hôpital des couples normaux. Une équipe médicale privée est arrivée au penthouse en quelques minutes. Le dispositif de sécurité a bouclé tout l'immeuble. Les ascenseurs ont été coupés. Le hall était rempli d'hommes armés. Julien arpentait le couloir devant la suite parentale comme un tigre en cage. Il pouvait gérer les fusillades. Il pouvait gérer les enquêtes fédérales. Il ne pouvait pas gérer le son de sa femme souffrant. Les heures se sont écoulées. Enfin, à 4h13 du matin, un cri a percé le silence. C'était un cri fort en colère. Julien a fait irruption dans la pièce. J'étais allongé sur les oreillers, trempé de sueur, pâle mais souriante. Dans mes bras, il y avait un paquet. Julien s'est approché, ses jambes faiblissaient. Il a baissé les yeux. Le bébé avait une touffe de cheveux foncés et des yeux déjà ouverts, fixant le monde avec suspicion. « Alexandre » ai-je murmuré. Julien a tendu un doigt. La petite main du bébé l'a saisi. La prise était étonnamment forte. « Alexandre Montaigne » a dit Julien, des larmes coulant sur son visage. « Mon fils. » Le baptême a eu lieu 3 mois plus tard à la cathédrale Saint-Michel à Bordeaux. C'était l'événement mondain de la saison. Politiciens, juges et célébrités se mêlaient au chef mafieux. C'était une démonstration parfaite du pouvoir des Montaigne. Julien se tenait à l'autel, tenant Alexandre. Je me tenais à côté de lui, vêtu de la robe Valentino rouge, une nouvelle, remplacée par Julien, un symbole que nous avions ressuscité des cendres de notre ancien mariage. Alors que le prêtre versait l'eau bénite sur la tête d'Alexandre, j'ai balayé la foule du regard. J'ai vu le respect dans leurs yeux, j'ai vu la peur, j'ai repéré un homme près du fond. Il portait un trench coat, sa main dans sa poche. Il ne ressemblait pas à un invité. Il ressemblait à un fantôme du passé, un vestige d'une faction rivale. Je n'ai pas paniqué, je n'ai pas crié. J'ai fait un signal discret au chef de la sécurité, un homme nommé Marco, qui avait remplacé Antoine. Marco a hoché la tête. Il s'est déplacé silencieusement à travers les bancs. 2 autres hommes l'ont flanqué. Avant que l'étranger ne puisse même dégainer son arme, il a été encadré. Une piqûre d'aiguille dans le cou. Inaperçu par la foule, il s'est effondré, l'air de s'être évanoui de la chaleur. Il a été emporté silencieusement. Le prêtre a terminé la prière. « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » La foule a entonné en chœur. Julien m'a regardé. Il n'avait pas vu la menace, il était trop concentré sur son fils. « Tu as vu ça ?» a-t-il murmuré, hochant la tête vers l'arrière où les portes se fermaient. « Je m'en suis occupé. » ai-je murmuré en retour, ajustant la couverture d'Alexandre. Julien m'a regardé. Il a vu l'acier dans mes yeux. Il a vu la femme qui avait fait ses valises en silence, qui avait fait tomber un chef lyonnais et qui régnait maintenant sur Paris à ses côtés. Il a alors réalisé qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Non pas parce qu'il était riche, non pas parce qu'il était craint, mais parce que la personne la plus dangereuse de la pièce était celle qui tenait sa main. Nous sommes sortis de la cathédrale, sous les flashs aveuglants des paparazzis et le rugissement de la ville.
Le monde appartenait aux montagnes, mais les montagnes appartenaient à Marie. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur en acceptant tout ça, en devenant ça. Mais une chose est sûre, je ne suis plus un meuble. Je suis la reine. Et je dois veiller sur mon royaume, sur mon fils, probablement les deux, n'est-ce pas? C'est comme ça la vie. Je crois. Rien n'est clair, rien n'est parfait, mais c'était la mienne enfin. Et ça, c'est déjà beau.